Bonsoir. Les voyants sanitaires sont au rouge au Togo. La courbe de contamination à la Covid-19 ne cesse de grimper, faisant craindre le pire. Que faut-il donc faire pour renverser la tendance et éviter justement qu'on arrive à ce pire? Pour nous répondre ce soir, nous sommes sur ce plateau avec Dr Koundé Innocent Peto. Il est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Docteur Peto, bonsoir. Bonsoir Anita. Nous avons également le maire de la commune Golfe 1, Kwame Blekpo Gomado. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Anissa. Et nous avons également le directeur général du CHU Campus, le médecin légiste, médecin du travail, médecin commandant Yao Apelete Agbobli. Docteur Agbobli, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, docteur Agbobli, je reste justement avec vous depuis quelques semaines. Disons que les cas positifs à la Covid-19 ne cessent de grimper. Les semaines dernières, on était à 100 contaminations par jour. Et le 30 mars, on a atteint un pic de 257 cas. Docteur Agbobli, la situation devient inquiétante, n'est-ce pas? Je dirais qu'elle est plus qu'inquiétante. Lorsqu'on fait un regard rétrospectif, en mars 2020, nous étions exactement à 34 cas pour tout le mois de mars. Nous avons fait pratiquement 7 mois pour arriver à avoir l'effectif que vous venez de citer. C'était en juillet qu'on a atteint les 300 cas, s'il faut le dire ainsi. En janvier dernier, nous étions à 1441 cas pour le mois de janvier seulement. Oui. Et de janvier à mars, actuellement, donc à la fin du mois de mars, on s'est retrouvé à plus de 3500 cas, pratiquement le triple de l'effectif qu'on avait pour le mois de janvier. Et à voir l'allure de la progression, il y a lieu de se dire que la situation, elle est inquiétante, elle est grave, il va falloir qu'on se ressaisisse. Docteur Peto, la situation est inquiétante et qu'est-ce qui l'explique justement? Oui, et ces chiffres qui commencent par affoler, c'est vrai que vers la fin de l'année et surtout en tout début d'année, nous avions senti que le virus commençait par circuler encore plus activement. La pandémie prenait une autre ampleur dans notre pays. Et on avait vu également le relâchement des populations autour des fêtes. Et ce relâchement qui s'est poursuivi également dans le temps. Et puis, de plus en plus, on s'est rendu compte que au niveau des entreprises, au niveau des administrations, tout ce qui avait en place comme relais pour reprendre toutes les mesures et les faire contrôler dans toutes ces structures-là, je crois que tout le monde a baissé les bras. Tous les dispositifs mis en place pour pouvoir contrôler donc, la circulation de ce virus, les lavages à main, les dispositifs, quand ils existent, il n'y a plus d'eau. Le port de masque n'est plus rigoureux, même quand on l'a. Et également au niveau des entreprises, tout ce qu'on avait mis en place, le télétravail, les gens sont remis à travailler comme si rien n'en était. Même dans les bureaux, sûrement les gens font des réunions qu'on peut même faire chacun dans son bureau aujourd'hui si on avait bien appris ce télétravail. Et sans compter le fait qu'au niveau de l'environnement général, on s'est rendu compte que le virus aussi, on avait vu les mutations venir de très loin et on a vu les conséquences de l'apparition de ces variants que nous redoutions. Malheureusement, on a pu confirmer récemment la présence du variant britannique en circulation dans notre pays. Il me semble que cela peut expliquer l'ampleur des foyers qu'on constate aujourd'hui parce que avant, on a eu quelques foyers, ce que nous appelons les clusters. Oui. On en a eu, mais c'était souvent assez limité. Mais maintenant, quand le virus apparaît dans une entreprise, on a l'impression que ça prend rapidement comme voilà, un feu de paille. Et là, ça commence par être assez sérieux. Donc, il y a tout ça qui
peut expliquer en tout cas cette situation que nous vivons. Et docteur Agbobli, justement, disons en fin d'année, c'était justement pour éviter qu'on arrive à peut-être à ces situations-là que le gouvernement a pris des mesures restrictives, le couvre-feu et tout ça. Mais est-ce qu'on va dire aujourd'hui que bon, ces mesures n'ont pas marché vu que bon, ce qu'on redoutait se présente aujourd'hui? Dire que ces mesures n'ont pas marché serait d'être allé vite en besogne. Imaginons plutôt que ces mesures n'aient pas été prises. C'est justement ce qu'il faut voir. Il parlait tantôt de l'existence de variants dans notre pays et qui parle de variants également, parle de la facilité de propagation qui caractérise ces nouvelles formes dont on est en train de parler. Et lorsque nous prenons aujourd'hui le mode de circulation de la maladie, au début, c'était une maladie qui était importée. Voilà. On avait beaucoup plus de cas venant de l'étranger. Mais aujourd'hui, la tendance est carrément inversée. La circulation communautaire est beaucoup plus forte où nous avons pratiquement 57% de cas communautaires, ce qui explique en grande partie la rapidité de progression de la maladie dans notre communauté. Et voilà. D'accord. Alors, monsieur le maire, au niveau de, disons, de la commune Golfe 1, bon, comment vous ressentez la chose? Est-ce qu'on s'inquiète comme, bon, même les médecins le disent? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de ce plateau pour dire merci au médecin commandant, docteur Agbobli, qui s'est occupé de moi en octobre passé et de moi pour mon traitement et de celui de ma femme. C'est pour manifester ma gratitude pour tout le corps médical, pour tout ce qu'ils font pour nous au Togo et lancer un appel à toute la population de penser à ce corps médical et en appliquant les mesures barrières. Bon, en revenant à votre question, je dirais que moi, bon, au niveau de la commune, de l'exécutif, quand même, lorsqu'on voit le taux qui augmente, bon, c'est la peur, hein. C'est la peur, puisque même au niveau de la mairie centrale et de nos annexes, c'est l'affluence toujours des usagers au-delà. Et c'est le désarroi. Et même quand vous parlez avec certains chefs quartiers ou même avec le chef canton, c'est la peur, puisque quand vous prenez la commune, le noyau même de la commune du Golfe 1, qui est en quelque sorte un village où il y a la promiscuité au-delà, on se dit que bon, si ça rentre dedans, on ne saurait pas comment gérer cette situation. Donc c'est la peur vraiment totale et on prend sur nous de partager les informations nécessaires pour que les gens prennent conscience de cette situation déplorable. D'accord, monsieur le maire. Donc, si, disons que si c'est la peur qui domine, est-ce que vous sentez peut-être une prise de conscience auprès des populations? Est-ce que, bon, maintenant on voit que, disons, les chiffres sont alarmants. Est-ce que les populations se disent, ah, il faudrait qu'on respecte encore mieux les mesures ou, bon, le relâchement, il est toujours présent? Vraiment, le relâchement est présent. C'est ce que, bon, moi personnellement, j'ai remarqué, c'est que les gens croient qu'on doit être toujours derrière eux avant de respecter ces mesures-là. Et c'est ce qui se passe actuellement quand il y a les forces de l'ordre sont au niveau des feux tricolores. C'est en ce moment-là que vous allez remarquer que les gens enlèvent leur cache-nez de leur poche ou bien de leur sac. Et même au niveau de nos marchés, c'est le même
mais c'est un relâchement. Et quand les gens observent qu'il y a une absence ou un absent de 2 jours, 3 jours, on se pose maintenant la question. Est-ce que ça. Ce n'est pas Covid-19 qui est passé et par... là, ça commence à inquiéter, alors qu'on devait prendre toutes les mesures pour éviter cette situation-là. D'accord. Alors, docteur Pétol, est-ce que cette situation peut-être a un impact sur disons, la fréquentation dans les officines? C'est vrai qu'au début de la pandémie, on a constaté, disons, cette affluence vers les officines, dans les pharmacies, et les gens craignaient plus d'aller à l'hôpital. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la tendance est revenue à la normale ou c'est toujours la même chose? Alors, au niveau des officines, oui, est-ce que la tendance est à une forte fréquentation? Non. Je dirais que la peur que nous avions constatée au début de la crise, il y a 1 an, il nous semble que les Togolais n'ont pas encore pris conscience que c'est maintenant même qu'il faut avoir plus peur de ce virus-là. Il y a 1 an, nous voyions ce qui se passait très loin de nous. Et le défi que représentait ce virus pour des systèmes de santé assez robustes, on se demandait ce qui allait être notre cas, puisqu'on savait que le virus allait progresser jusqu'à nous. Et puis après, on a eu ce sentiment qu'on est peut-être invincible par rapport à ce virus-là, parce que qu'on résiste mieux. On résiste mieux, on s'est donné plusieurs raisons. Nous, on n'a jamais cessé, en tout cas au niveau du Conseil scientifique, d'alerter sur le fait que nous pensions réellement que les pays africains n'étaient qu'en sursis. Parce que, en regardant la littérature, on se rendait compte que rien n'expliquait ou rien ne nous préservait réellement des ravages de ce virus-là. Et donc, cette peur-là, aujourd'hui, notre appel, c'est que les Togolais puissent comprendre que, vu la forte circulation de ce virus, les variants qui sont arrivés et les chiffres auxquels on arrive aujourd'hui, nous avons maintenant toutes les raisons d'avoir réellement peur de ce virus, puisque ce qui est redouté, c'est la pression sur les systèmes de santé. Et cette pression-là, le docteur Aboubli le dira mieux que moi, sûrement va commencer par se faire sentir. Maintenant, au niveau des officines, ce que nous regardons de plus en plus, c'est les comportements aussi de nos concitoyens par rapport à cette maladie. Voilà. Les gens ont tendance, encore une fois, à venir chercher des médicaments parce qu'ils croient avoir compris suffisamment la maladie pour se prendre soi-même en charge. Et il y a des demandes diverses et variées où nous sentons que les gens ont écouté les réseaux sociaux, ont entendu dire ça ou ça, et ils pensent qu'ils peuvent se soigner. Et ça, c'est réellement une inquiétude. Nous prenons le temps des fois d'expliquer, dans tous les cas, d'expliquer que la Covid, il faut d'abord se tester. Ensuite, il faut rentrer dans le système de gestion qui permet de s'isoler d'abord pour protéger son entourage. Et ensuite, se faire prendre en charge, c'est une autre chose parce que même nos collègues médecins qui sont dans les centres de prise en charge, qui gèrent cette maladie au quotidien, n'ont pas encore tout compris. Et on découvre au fur et à mesure toutes les facettes de cette maladie. Et ce n'est pas le moment pour nos concitoyens de jouer, en tout cas aux apprentis sorciers, en essayant de se prendre en charge. Ça, c'est une inquiétude que nous observons. Ça nous fait, en tout cas, tirer cette sonnette d'alarme que le plus important, c'est de se faire détecter assez rapidement et de se faire prendre en charge dans les conditions qu'il faut pour préserver ses chances de ne pas évoluer vers des situations plus graves et peut-être mortelles aussi. D'accord. Et parlons justement de cet aspect de la chose. Docteur Aboubli, est-ce qu'il arrive que vous receviez des patients qui limite soit un peu dans le déni, c'est-à-dire que quelqu'un arrive, il a quelques symptômes de la maladie, mais peut-être dès qu'on lui dit bon, on va faire le test pour voir, et même quand on fait le test que c'est positif, la personne se dit non, c'est pas vrai, moi je me sens bien, c'est pas du tout ça. Oui, c'est des situations réelles que nous rencontrons au quotidien. Ce n'est pas rare de voir des patients qui arrivent. Lorsque vous prenez des manifestations de Covid aujourd'hui, point pour point, ça ressemble à beaucoup d'affections qu'on connaissait déjà, notamment le paludisme, la grippe.
Et le sujet qui ne s'attendait pas à ça, et chez qui on vient à poser le diagnostic, qui a déjà des appréhensions par rapport à la maladie et à sa prise en charge, c'est vite fait qu'il tombe dans le déni et il rejette tout en bloc. Nous avons rencontré une situation pareille, ça je le dirais pour vous amuser. Une vieille de la 80aine qui était suivie au CHU Campus pour un problème cardiaque habituel. Le jour où on l'a testé, on lui a communiqué le résultat, la vieille a pris sa béquille. À 80 ans, mais on ne pouvait pas la rattraper pour la maîtriser. Elle était dans le déni. Elle a été toujours suivie au CHU Campus depuis 7 ans. D'où est-ce qu'on sort avec cette histoire? C'est pas possible, elle a nié. Donc nous avons dû véritablement négocier et mettre à contribution un de ses petits-fils qui justement est médecin. C'est lui qui nous a aidés et elle a accepté. On l'a admise à Lomé Commune. Le jour de sa sortie, c'était une fête. Elle n'a pas pensé qu'elle pouvait sortir vivante du CHR Lomé Commune. Donc c'est pour vous dire que ces genres de situations sont fréquentes et réelles. Et il y a encore des gens qui n'y croient pas, ils nient la maladie. D'accord. Et docteur, est-ce qu'il arrive aussi, peut-être avant de faire le test, est-ce qu'il vous arrive peut-être de proposer à des patients de leur faire le test et qu'ils refusent? Oui, la démarche classique en médecine, c'est ça. On ne peut pas faire le test à quelqu'un sans son consentement. On propose toujours. Mais à cette proposition, lorsque le médecin est convaincu de ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il doit ajouter la persuasion. Il faut proposer et arriver à convaincre l'autre à accepter et à y aller. Parce que imaginez que vous ayez de fortes suspicions et que vous ne soyez pas arrivé à tester. Ça veut dire que vous exposez l'entourage de ce patient, raison pour laquelle on ne doit pas baisser les bras. Lorsqu'il y a quelqu'un qui résiste, il faut passer par tous les moyens légaux et normaux pour pouvoir l'amener à adhérer à la logique qui consiste à se faire tester et se faire prendre en charge. D'accord. Et monsieur le maire, parlons justement de la prise en charge. Tout à l'heure, vous avez... bon, peut-être on va vous donner l'occasion de nous faire le témoignage, de nous dire comment vous avez vécu la chose, comment ça s'est passé. Vous étiez tombé malade, vous êtes allé vous faire dépister, ou c'est bon, par la force des choses que le test a été déclaré positif. Et racontez-nous un peu votre expérience. Ça a commencé par mon service. Je travaille à Sim-Togo. Je suis un responsable là-bas et la direction générale a organisé une campagne de dépistage de masse. Et c'est là-bas où on m'a informé que vous étiez positif. C'est ça. Mais c'était 48 heures après, j'étais revenu cet après-midi, le lendemain, j'étais à la mairie. Et c'est notre médecin du travail qui m'appelle pour demander ma position. Et je lui avais dit que je suis à la mairie. Et il dit que ce n'est pas une question de téléphone et autres. J'ai dit que non. De toutes les façons, je suis à la mairie, vous pouvez passer à la mairie et on va en discuter. Et finalement, il m'a dit que mon résultat est positif. Mais c'était la panique. J'étais en réunion. Voilà, vous avez paniqué également pour les autres en même temps. C'est ça. J'étais en réunion avec mon staff à la mairie et je leur avais dit automatiquement que je suis positif au corona. Mais vous allez voir. Vous leur avez informé en même temps pour les dispositions à prendre. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Vraiment. Et vous allez voir, les gens... C'était la débandade. C'est ça. Et malgré qu'ils ont... Le cache-nez. Le cache-nez. Et vous étiez la personne à fuir. C'est ça. Et j'ai pris... j'ai informé en même temps ma femme que c'est comme ça la situation. Et automatiquement, je suis rentré. Et
c'est le médecin qui a appelé le directeur préfectoral de la santé et ils m'ont dit de communiquer tous mes contacts. Voilà. Et le lendemain, bon, la grande partie de la mairie était... Ah oui, c'était contacté. C'est ça, pour aller faire le test. Et le lendemain, même, bon, le médecin est arrivé et ils nous ont pris en charge. Hein, ils ont pris en charge. Mais il faut reconnaître aussi que c'est la peur, hein, au début, c'est la peur, vraiment la panique, même au niveau de la famille et au niveau même de Simtogo. Puisque le jour-là, le lendemain, j'étais en réunion avec la direction, le DG. Et également, on était au ministère des Mines pour une réunion. Tous ces gens-là ont été informés très rapidement pour aller faire leur test. Mais il faut reconnaître que l'accompagnement psychologique aussi a joué. Hein, les gens m'appellent pour voir mon état et autres là. Et c'est ça l'expérience, heureusement pour mes enfants. Mes 4 enfants ne sont pas contaminés. Et on a profité pour les isoler. Et j'étais resté avec ma femme seule en isolement. Et ça s'est bien passé. Et c'est comme ça. Alors, bon, ça a permis également de sensibiliser les autres au service, à la mairie et dans les quartiers. Mais cette sensibilisation, ça a été... Ce n'est pas évident. Évident, c'est un couteau à double tranchant parce que les gens, bon, soit les gens ont dit que, bon, comment lui, à chaque fois, il a son cache-nez et son gel chaque fois, même à la mairie, quand je viens, mais c'est... La débandade, les gens, c'est ça. À l'ordre et tout ça. Mais pourquoi les gens soupçonnaient que bon, c'est que peut-être que le maire a pris l'argent pour leur dire qu'il a eu la maladie. Et autres là. Et finalement, j'ai essayé de les convaincre que j'ai fait les 2 tests, c'est-à-dire tests sanguins et autres là, que j'ai été effectivement contaminé. Et finalement, les gens ont compris, mais ceux qui n'ont pas compris, bon, on ne peut pas les forcer à comprendre. C'est ça mon Merci beaucoup pour le témoignage, monsieur le maire. Docteur Peto, le problème, c'est que des fois, les personnes qui sont testées positives, elles ont tellement peur de la stigmatisation et que vous verrez que les gens, contrairement à ce que le maire a fait, et de dire en même temps que, voilà, je suis testée positive, très rares sont les personnes testées positives qui le disent ouvertement. Je suis testée positive, je suis malade de la Covid, je demande peut-être à ceux qui ont été en mes contacts de se faire tester et tout. C'est peut-être après des semaines que la personne va vous dire « Ah, j'avais fait Covid ». Et vous vous posez la question « Mais s'il a fait Covid, donc c'est que… » Et vous commencez par réfléchir si vous devez faire le test. C'est la peur de la stigmatisation, je crois. Oui, c'est vrai qu'on a cette peur-là, peut-être d'être stigmatisé, était compréhensible au début de la crise, alors qu'il n'en est rien, parce que c'est quand même une maladie. On a suffisamment expliqué comment ça se transmet. Il n'y a rien de, je vais dire, de stigmatisant en cela. Voilà, on en guérit. On en guérit aussi, donc avec les bons réflexes, et surtout que personne n'est réellement épargné, parce que celui qui stigmatise n'est même pas sûr qu'il n'est pas en contact déjà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut quand même redouter, c'est à cela qu'il faut vraiment appeler à la conscience des uns des autres, parce qu'on a vu évoluer cette maladie maintenant, on la connaît mieux, et on a vu des gens de plus en plus proches de nous porter cette maladie et en guérir, et nous devons avoir compris tous que c'est vraiment en parlant qu'on peut se sauver, qu'on peut vraiment préserver notre pays un peu plus de cette maladie. Et dans le témoignage du maire, il y a quelque chose sur lequel, normalement, c'est l'attitude qu'on devrait avoir aujourd'hui. Quand il a dit, dès que j'ai annoncé autour de moi, c'était la débandade, un peu tout le monde voulait fuir, il faudrait que les Togolais se disent aujourd'hui que le coronavirus est probablement chez tous nos voisins, tous ceux qui nous entourent. Voilà. Et nous devons avoir ce réflexe, pas de fuite, mais de protection et de respect des mesures
j'ai été en contact avec des gens, je ne sais pas avec qui j'étais. Est-ce que j'ai gardé bien mon masque bien vissé sur le nez, sur la bouche? Ensuite, quand j'en sors, est-ce que je me suis lavé les mains avant de regagner mon bureau, de regagner mon domicile? C'est autant de comportements que nous devons avoir aujourd'hui. Et donc, il faut regretter réellement ces comportements qui consistent à se cacher ou à ne même pas se faire tester. Parce qu'il y en a qui, ça aussi on le sent en officine, il y en a, quand ils viennent pour acheter un médicament, ils commencent par vous dire non, docteur, c'est un rhume, j'ai été un peu dans le froid hier. Les gens se trouvent des justificatifs. Alors qu'aujourd'hui, nous avons dit, et on le répète, que les signes sont là, et il semble que ce ne soit pas, je dirais, il faut pécher par excès que par... je dis, comment ça se dit encore? Oui, par défaut. Il faut plutôt pécher par excès que par défaut par rapport à cette maladie aujourd'hui, parce que quand on a déjà rappelé ces signes-là, quand ils apparaissent, ça ne nous coûte rien d'aller nous faire tester, surtout quand on commence par sentir une fatigue bizarre. Mais on sent que les gens se trouvent des raisons de ne pas aller chercher à connaître leur statut par rapport à cette maladie. Parce que peut-être ils se disent déjà que ça peut être la Covid. Oui. Mais comme ils appréhendent, ils se disent non. Oui, ils préfèrent aller acheter ça ou ça. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que depuis le début de cette maladie, nous devons avoir compris que ça était aussi facile à soigner avec telle ou telle mixture de plantes, avec telle ou telle mixture de médicaments. Mais le monde ne se serait pas immobilisé comme on l'a vu. Donc, c'est un défi tel que on ne peut pas chercher des justificatifs ou des solutions approximatives. Il faut vraiment dire les choses comme elles sont, se faire prendre en charge dans les conditions qu'il faut pour se donner des chances, surtout donner les chances à notre pays aussi d'en sortir. Oui. C'est ça, en fait. Parce qu'il faut reconnaître que la crise, elle a des répercussions énormes, surtout sur l'économie du pays. Et docteur Agbogli, parlant de la prise en charge, justement, nous allons évoquer le cas de, disons, de la structure au sein du CHU Campus. Alors, dites-nous comment se portent, justement, les malades au sein de la structure du CHU? Disons que le CHU Campus, à l'instar des autres établissements de santé, est appelé à s'organiser, à faire face à la gestion de cette crise. Schématiquement, les malades, le point d'entrée des malades Covid, c'est les établissements de santé classiques. Donc le CHU Campus, le CHU Sylvanus Olympio et autres. Donc, dans l'organisation, nous avons un circuit qui permet d'avoir les premières orientations de cas suspects. Dès que la personne est suspectée, c'est qu'on l'isole dans une cabine. Le temps de prélever et d'avoir la confirmation diagnostique. Au niveau des hôpitaux, en 2-3 heures, nous avons la possibilité d'avoir les résultats. Premier niveau. Dès lors que le résultat est confirmé, selon l'état du patient, on décide s'il faut qu'il soit transféré au CHR Lomé-Commune, qui est l'hôpital de référence, ou bien il va être pris en charge dans un autre lieu, donc en hôtel, s'il est asymptomatique. Nous avons fait l'expérience également de prise en charge à domicile. Ça dépend du statut clinique du patient. Donc, globalement, la structure au niveau du CHU Campus va assez bien en termes de l'organisationnel. Mais à voir les chiffres que nous avons aujourd'hui, il y a une pression. De plus en plus, l'hôpital de référence qui est Lomé Commune est saturé en termes de capacité de réanimation, si bien que dans nos hôpitaux, que ce soit au CHU Campus ou au CHU Sylvanus Olympio, nous avons des patients dignes de réanimation que nous continuons de gérer le temps d'avoir de l'espace où il faut transférer. CHR. Parce que la pratique médicale n'a pas changé dans ses principes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a Covid qu'on ne peut pas le prendre en charge dans les autres formations sanitaires. On continue d'assister le temps d'avoir la possibilité de référer. Voilà comment ça se passe actuellement. La pression, elle est là, c'est évident, on ne peut pas le nier, mais on arrive à s'adapter. Mais la grande question, c'est jusqu'à quand
on pourra Et il est faire important maintenant que les citoyens se ressaisissent pour Voilà. donner moins de travail à faire. Covid aujourd'hui, c'est une maladie par rapport à laquelle on ne doit pas avoir honte. On doit sortir de l'ombre et pouvoir dire « je suis Ouvertement. infecté ». Ça permet de protéger son entourage. Justement. C'est exactement comme une femme qui va pour accoucher. Elle ne peut pas cacher sa nudité. Lorsque les signes vont commencer par apparaître, vous êtes obligé. Là, c'est assez tard. Il faut, dès les premiers symptômes, se faire consulter et se faire prendre en charge. D'accord. Et docteur Peto, docteur Agboblia l'a évoqué justement, ces personnes-là qui sont prises en charge à domicile. Il faut également peut-être insister sur le fait que certaines personnes, malheureusement, peut-être que les soignants leur ont fait confiance pour qu'elles puissent se prendre en charge, puissent respecter, disons, toutes les consignes données. Mais malheureusement, ces personnes ne respectent pas et on peut dire que peut-être elles ont été également une autre source de contamination communautaire. Oui, en fait, ce qu'il faut déplorer à ce niveau, c'est que les gens n'ont pas compris quand on a fait cette expérience de prise en charge à domicile. En fait, ce que nous appelons prise en charge de la COVID, c'est un ensemble. La prise en charge ne consiste pas seulement à prendre des médicaments. Oui. Cette prise en charge, dans cette prise en charge, l'isolement est très important. Parce que dans la prise en charge de la COVID, l'objectif visé, c'est de soigner ou de guérir la personne contaminée, mais aussi c'est d'éviter des contaminations autour d'elle, puisque nous savons que c'est une maladie à 80% qui ne donne pas de symptômes. Mais il y a un pourcentage de personnes qu'on ne connaît pas d'avance qui, quand elles sont contaminées, peuvent développer des formes graves. Et si nous nous aimons les uns les autres, nous devrions comprendre cette composante-là de la prise en charge qui consiste réellement à s'isoler. Et ça, malheureusement, quand on a fait cette expérience, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui sortaient de l'isolement, qui essayaient de répondre juste quand ils savent qu'on va venir les chercher. Mais ça aussi, ça fait partie justement de la prise de conscience que nous devons avoir maintenant au niveau du pays. Il est clair, le docteur Agboblia l'a dit, que les formations sanitaires, les centres de prise en charge ne peuvent pas continuer à absorber tout le monde avec les chiffres que nous avons aujourd'hui. Et les gens sont malades, les gens sont laissés chez eux. Le réflexe, le premier, ça doit être comment je protège mon entourage dès que je suis contaminé et comment je fais en sorte de ne pas être dans l'ombre. Parce que quand on se met dans l'ombre aussi, essayer de se débrouiller pour que c'est quand les signes de gravité apparaissent qu'on veut se faire voir. Il l'a dit, les lits de réanimation ne sont pas disponibles permanemment au CHR. Et ce sont ceux qui sont programmés et qui étaient suivis qui vont passer en premier. Donc, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience qu'on ne peut pas se cacher pour soigner sa COVID. Il faut même rechercher ce suivi-là. Même quand on vous a dit rester à la maison, c'est même peut-être à vous-même d'appeler tous les matins le médecin pour lui dire voilà, je me suis senti bien aujourd'hui, j'ai pris ma température, c'est comme ça, voilà. Et prendre conscience vraiment de cet impératif. Et se confiner à la maison, ce n'est pas compliqué. Hein. Il suffit de bien communiquer avec son entourage aussi. Ça aussi, c'est des choses, il faut démocratiser cette information-là et expliquer à tous ceux qui nous entourent que c'est pour le bien de nous tous que je dois être comme ça et ça marche en général. En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience du confinement après voyage. C'est faisable. La famille le comprend et après, c'est elle qui vous aide à gérer cette situation. Et docteur Agboblia, il vous est arrivé également peut-être disons, de prendre en charge, en griffe, certaines personnes à domicile? Bien évidemment. Oui. Le maire vient de le dire, ça fait partie de ma pratique. Je suis médecin avant tout, avant d'avoir une responsabilité administrative, mais ça ne me dédouane pas de m'impliquer lorsqu'il y a besoin de faire des prises en charge sur le plan médical. Et docteur, est-ce que tous vos patients à domicile ont été tous disciplinés, entre guillemets, on va dire? Bien évidemment, j'en avais la garantie et c'est ce qui a justifié le fait de les autoriser à se faire prendre en charge à domicile. J'avais la possibilité, pour celui qui ne veut pas être observant, de le faire interner. Donc, il y avait les deux éléments dans la main
Et globalement, ceux que j'ai eu à suivre, ils ont été observants et ils ont été bons élèves et tout s'est bien passé. D'accord. Alors, monsieur le maire, justement, vu la situation, il est aujourd'hui plus que nécessaire de revenir disons, à la base, c'est-à-dire au respect scrupuleux des mesures barrières. Le gouvernement a donc peut-être insisté maintenant sur ces mesures-là, seule, disons, condition pour nous éviter peut-être d'arriver au pire, on va dire. Alors, au niveau de la commune Golfe 1, comment on s'organise pour peut-être insister ou réinsister encore sur la sensibilisation et peut-être introduire maintenant la répression pour amener la population à respecter les mesures. Merci. Par rapport à la mise en application des mesures, le mois de mars, nous avons tenu au cabinet du ministre de tutelle, le ministre d'État, 2 réunions qui ont vu la participation des maires, des préfets, préfet Golfe à Guenivé. Et il y a les leaders religieux également et le syndicat des tenanciers de bar. Et c'est pour nous rappeler les différentes mesures. Et ce que nous avons fait, c'est de redynamiser les comités de veille au niveau de chacun des 36 quartiers que nous avons, de les redynamiser, puisqu'il y avait eu de relâchement. De relâchement. Il faut Tout le monde était que fatigué. c'est ça. Tout le monde était. Et en retour aussi, bon, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour les membres de ces comités-là. Donc on a redynamisé ces comités de veille. Et également au niveau des églises et des mosquées aussi, on a instauré un point focal au niveau de chaque église et il revient aux responsables à partir de ce point focal d'organiser un comité de veille. Et également au niveau des marchés de nos communes. Entre-temps, on avait laissé les vigiles et on est obligé maintenant de les faire appel pour encore garder les entrées. C'est ça, les entrées et demander aux usagers des marchés de porter leur cas, de laver les mains. C'est ça. Et ce qu'on a fait également, on a subdivisé la semaine passée, notre commune en 4 zones et on a affecté une voiture munie de sonorisation et qui ont sillonné les quartiers qui composent cette zone-là. C'est ça, pour sensibiliser la population sur les mesures et leur faire appel sur la vaccination également. Et hier, on a eu une réunion avec les responsables des collectivités qui organisent les funérailles en cas de décès. Donc on les a invités, on a tenu une réunion pour partager cette information que c'est maintenant interdit d'organiser les funérailles et d'observer seulement, de mobiliser seulement 15 personnes. Et insister sur le fait que le gouvernement sera maintenant regardant sur l'application de ces mesures. Et sur cette question, même nous, on a commencé à sanctionner même les gens. Le week-end passé, c'était le samedi, à Katanga, il y avait eu une cérémonie d'enterrement avec Agbadja, tout ça là, sans porte. Donc, on a fait appel aux organisateurs, aux chefs de canton, on les a sanctionnés. Ils ont payé. Ce n'est pas le fait de payer 100 000, mais c'est quand même une façon de dissuader. Si quelqu'un fait, on augmente. C'est ça. Bon, les gens commençaient à nous critiquer. Bon, pourquoi on a fait ça? Mais on se dit que bon, prochainement, ça ne va pas être 100 000. Ça sera encore plus. Ça va être encore plus. Et même, on peut, selon la loi en vigueur, vous pouvez être mis à la disposition de la gendarmerie pour ne pas
Oui, certains en ont fait les frais dans certains quartiers. Effectivement. Nous avons mis à contribution également le corps, c'est-à-dire les agents de sécurité, pour passer au niveau des bars. Également, ça a donné, commencé à donner ses fruits, puisque beaucoup de chaises qui sont au niveau des devantures de ces bars-là ont diminué. Et donc, c'est sur ces différents points-là qu'on travaille. Et même avant de venir ici, j'ai eu une discussion avec le nouveau préfet du Golfe. Et le dimanche, au moins un infirmier ou bien un médecin doit passer par, c'est-à-dire au niveau des églises. Au moins les curés ou bien les pasteurs vont leur donner au moins un petit temps pour sensibiliser les fidèles. C'est ça, les fidèles sur les mesures barrières. Le respect des mesures barrières. Disons, au moins ne serait-ce que dans le Grand Lomé, en attendant. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour, disons, toutes ces explications sur l'application des mesures restrictives prises par le gouvernement. Docteur Peto, c'est vrai que depuis le début de la pandémie, mais plus depuis le début de cette année, on parle du relâchement, donc de l'importance de revenir au respect des mesures barrières et tout. Mais bon, la situation ne s'améliore toujours pas. Alors, est-ce que cette fois-ci, est-ce que c'est la répression qui va permettre peut-être d'arriver à ramener les Togolais sur le droit chemin? Oui, la répression, c'est vrai qu'effectivement, face à cette augmentation fulgurante du nombre de cas, nous, quand on travaillait sur, je dirais, les recommandations à faire au gouvernement pour les mesures à prendre, on a entendu beaucoup de concitoyens qui pensaient que le couvre-feu serait la solution. Oui. Et certains, même après les 18 mesures, on pensait que voilà, on n'a pas frappé suffisamment fort. Et puis les rumeurs ont déjà commencé sur d'ailleurs le couvre-feu que le gouvernement s'est réservé sous le coude. Mais il faut dire quand même que l'approche que le gouvernement a eue depuis un moment, c'est quand même d'impliquer les concitoyens à la base à cette lutte-là, que chacun à son niveau prennent des mesures. Monsieur le maire a décrit tout à l'heure ce qu'ils ont mis en place. Je pense que c'est cette appropriation-là et cet engagement des leaders communautaires qui doit pouvoir nous aider à avancer. Et dans les mesures qui ont été prises, non seulement on fait confiance à la population, mais le gouvernement veut aussi se donner les moyens de pouvoir, en tout cas, amener chacun à jouer sa partition. Et c'est pour cela que, comme vous l'avez vu, c'est vrai, le groupe mixte anti-pandémie aujourd'hui a été renforcé au niveau du Grand Lomé avec une augmentation du nombre de personnel de sécurité. Ça permet au moins de disposer des outils d'intervention, en tout cas des moyens d'intervention là où la discipline n'est pas respectée. Ça permet aussi d'avoir une présence dissuasive dans les lieux où les gens ont l'habitude de s'attrouper. Et il nous semble que ces mesures-là sont suffisantes pour l'instant. C'est vrai que les gens commencent par se dire, mais bon, le nombre de contaminations augmente toujours. Oui. Mais moi, je pense que ces mesures sont prises il y a à peine une semaine, on observe. Et dans tous les cas, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences de nos comportements d'il y a quelques semaines en arrière. Et il faut que les gens commencent réellement par se ressaisir. Si tout le monde respecte tout ce qui a été édicté dans les 18 mesures, chacun à son niveau, les églises, en respectant le principe du port systématique du masque au cours des cultes, arrêter les chorales, arrêter les groupes musicaux, tout ça, les bars, respecter le principe de ne pas laisser les gens s'attrouper, tout et tout. Je pense que si on applique ça strictement,
En plus, j'ai parlé au début de l'émission des comportements dans les bureaux. Oui. Je pense que ça aussi, c'est très important. La réactivation des relais, ou du moins des points focaux dans les administrations, dans les entreprises, oui, est quelque chose d'assez déterminant et ça permet de rappeler constamment à tout le monde des comportements qu'il faut avoir pour éviter donc la naissance de clusters. Parce que ce que nous avons oublié, quand on lit un peu les nouveaux foyers épidémiques que nous avons vus, on se rend compte que à la réouverture des frontières aussi, les gens ont commencé par voyager. Les gens reviennent de voyage, ils ne se posent même pas la question quel a été mon comportement ou dans quel environnement j'ai été. Est-ce que je n'ai pas besoin de m'isoler ou d'avoir un comportement qui protège au moins mon entreprise? Même si on va au bureau, avoir un comportement d'isolement. Malheureusement, ce sont des choses, je pense que ces foyers qu'on a observés ces temps-ci doivent nous rappeler que l'apprentissage que nous devrions avoir eu de ce virus pendant 1 an, c'est maintenant qu'il faut l'appliquer. On connaît le principe, comment on s'isole quand on se sent en contact, on sait comment est-ce qu'on se comporte par rapport aux autres, la rigueur qu'il faut avoir. Je pense qu'avec tous ces relais, si tout le monde prend conscience réellement, on pourra voir la situation s'inverser assez rapidement. Maintenant, il ne faut pas que les Togolais, parce que les gens disent couvre-feu, mais ça ne suffira pas, le couvre-feu ne suffira même pas si on ne change pas nos comportements. Ça veut dire qu'on sera obligé un matin de fermer Lomé. Est-ce que nous sommes capables de vivre dans ces conditions? Et c'est là où il faut qu'on soit conscient. Voilà. Il faut déjà penser à ces hypothèses-là et peut-être se ressaisir. Docteur Agbobli, c'est vrai qu'il fut un temps, on disait on ne va pas faire le gendarme derrière chaque Togolais pour qu'il respecte les mesures barrières et tout. Mais vu la situation qui se présente, il faudra peut-être faire le gendarme finalement derrière le Togolais pour qu'il respecte les mesures barrières pour se protéger les autres finalement. À mon humble avis, je pense que le Togolais, dans la grande majorité, est mature et suffisamment responsable. C'est juste changer d'approche dans cette gestion. Le maire l'a dit, les communautés ont été associées à la base. Il a cité un certain nombre d'actions. Oui. Dès lors qu'on s'engage dans cette logique et la communauté s'approprie de la riposte, on aura beaucoup plus de résultats que lorsqu'on a un gendarme derrière chaque Togolais, ce qui n'est pas possible. Le deuxième élément là, c'est un partage que je voudrais faire. Le week-end dernier à l'église, qu'est-ce qui m'a fasciné? Le pasteur, avant d'introduire son mot, c'est les mesures édictées par le gouvernement qu'il a pris soin de rappeler, point pour point. Et je lui ai envoyé un texto, dit, il restait une que vous avez oubliée, mais il m'a répondu instantanément. Au deuxième culte, il a annoncé, je parlais de la vaccination. C'est pour vous dire que les leaders de communauté, les leaders religieux, se sont véritablement appropriés de cette gestion. Je pense que c'est des gens sur qui nous pouvons véritablement nous appuyer et ils font du bon boulot. Donc, chaque citoyen doit pouvoir jouer sa partition. On n'aura jamais assez de force et la coercition, en réalité, et non, vous parliez de répression, on ne va pas réprimer parce qu'on n'a pas observé. Non, parlons plutôt de la coercition ou bien la contrainte. C'est des mesures de dernier recours. On ne va pas brandir ces mesures pour rien du tout, mais il suffit que chacun s'engage à jouer sa partition. D'accord. Et justement, vous l'avez évoqué justement, docteur Agbobli, depuis quelques semaines déjà, donc la campagne de vaccination est également effective et en cours dans le Grand Lomé. Alors, dites-nous, quels sont les retours que vous avez? Est-ce que, bon, l'affluence et tout ça, est-ce que les attentes sont déjà... est-ce que la campagne de vaccination tient ses promesses comme on l'aurait souhaité dès le départ, docteur Agbobli? C'est vrai qu'il y a eu des projections qui ont été faites et on s'était donné des objectifs. Et cette campagne de vaccination est à sa deuxième phase actuellement. La première qui a consisté à vacciner le personnel de santé. Globalement, les objectifs visés
ont été atteints. Nous avons pratiquement les 95% des soignants qui ont été vaccinés. La deuxième phase qui consiste à vacciner les plus de 50 ans est en cours. Et là, après observation, s'il faut le dire ainsi, du temps passé à vacciner, le rythme et la cadence escomptée n'est pas encore atteint et il y a redéfinition de stratégie actuellement. Et pour preuve, les points de vaccination ont été multipliés. C'est ce qu'on va commencer par constater dans les jours prochains. Vous voyez dans les palais de certains chefs, on a instauré des points de vaccination. Et l'autre élément important, c'est le déploiement des équipes mobiles. Beaucoup n'ont pas pu se faire vacciner au point fixe pour des raisons variées. Ça peut être des contraintes liées à leur activité professionnelle, mais au lieu de les laisser chez eux, les équipes vont maintenant se déplacer. Donc, je pense qu'avec cette nouvelle stratégie, ça va pouvoir impacter et on aura beaucoup plus de résultats. D'accord. Alors, Monsieur le maire, comment se déroule la campagne de vaccination au niveau de votre commune? Oui, au niveau de notre commune, il y a 36 points. Points de vaccination. Une trentaine, de vaccination. Et même les contacts que nous sommes en train de prendre avec les leaders religieux également, bon, ça fait partie. D'accord. Et également, bon, à ma connaissance, déjà le mardi, il y aura une équipe qui va aller vers, au moins à coup sûr, dans une société pour aller vacciner les gens. Mais ça commence déjà au niveau des quartiers. La réticence qu'on observait au début, on a vu. Les gens commencent par comprendre. C'est ça, comprendre que il faut se faire vacciner. Nous-mêmes, on a donné le bon exemple, mais ça ne suffisait pas. Et à notre niveau, j'ai essayé de convaincre ma maman, mes grandes sœurs et frères, et ce qui veut dire que j'ai commencé j'ai invité une équipe dans mon quartier, parce que quand vous appelez les autres à se faire vacciner chez vous, est-ce que vous avez vacciné? Donc une équipe est passée dans mon quartier et a vacciné les gens. Mais ce n'est pas tout le monde, mais quand même ça a commencé à donner des déclics quand les gens voient ceux qui sont vaccinés 2 jours, après 3 jours, qui se sentent bien, ça donne confiance. Et que je crois que, bon, avec le temps, avec toutes les mesures de sensibilisation qu'on a déclenchées, et je crois que, bon, on aura ces objectifs qui seront atteints. Donc, Monsieur le maire, la sensibilisation se poursuit toujours? Et bien sûr, la sensibilisation se poursuit. Et comme au niveau de chaque quartier, il y a le comité de veille. Oui, il est là pour rappeler les mesures et également pour mobiliser la population sur aller se faire vacciner. Alors, docteur Peto, parlons de la vaccination justement. Est-ce que vous avez déjà peut-être eu des échos de certaines personnes qui auraient peut-être eu des effets secondaires après s'être fait vacciner? Oui, les effets secondaires, d'ailleurs, après une vaccination, il y en a toujours, c'est normal. Et c'est tellement normal que c'est suivi. On a organisé le suivi de ces effets secondaires-là parce qu'il y a une équipe de pharmacovigilance pour répertorier ce que les gens ressentent après vaccination. D'ailleurs, pour nous, ce qu'on appelle effet secondaire, ce n'est pas proprement peut-être le bon terme, puisque en réalité, ce qu'on récolte après une vaccination, c'est toute manifestation qu'exprime la personne qui est vaccinée ou tout ce qu'on constate chez cette personne après qu'elle ait reçu la piqûre. On répertorise tout ça, que ce soit dû au vaccin ou non. Ou pas. Mais c'est juste après la vaccination. Vous savez, la vaccination, c'est un acte médical, normalement, qu'on opère chez quelqu'un qui n'est pas malade. Oui. Et à grande échelle, en plus, dans le cas d'une pandémie comme celle-ci. Il est important de surveiller tout ce qui se passe autour.
Et donc cette surveillance-là, ça ne doit pas faire peur, et ça ne doit pas amener les gens à se dire oui, c'est parce que peut-être qu'on sait qu'il y aura quelque chose. Non, c'est même une mesure, je dirais, de sécurité en plus pour le patient, parce que l'objectif de la médecine, c'est toujours de soigner et sans faire mal. Et les médicaments qu'on utilise, quel que soit le niveau auquel on les a évalués, constamment, on doit surveiller comment est-ce que les gens réagissent quand ils les prennent. Et les vaccins, comme je le disais, qui se font à grande échelle, font appel plus à cette mesure parce que, comme c'est à grande échelle, oui, il y a des chances qu'on tombe sur des personnes qui ont une certaine sensibilité, oui, parce que le vaccin, c'est une composition. Hein, on n'a pas le même organisme. L'antigène principalement, mais il y a des adjuvants, des éléments stabilisateurs, conservateurs, tout et tout. Et chacun peut avoir une certaine sensibilité par rapport à un des éléments et peut manifester quelque chose. Donc, ces effets secondaires, ou ce que nous appelons des manifestations adverses après injection, ça existe, mais il faut que les gens se rassurent que c'est tout à fait normal. Alors, ce qu'on a constaté au Togo, il y a les équipes de pharmacovigilance qui ont répertorié, il y a eu à peu près 70% des personnes vaccinées, en tout cas au niveau du corps médical, qui ont eu des effets secondaires, mais essentiellement des effets secondaires mineurs. Qui ont consisté à une douleur au point de vaccination. Tout ça a été décrit dans la littérature, hein, tout ce qu'on a vu, et les maux de tête, petite fièvre, tout ça. Et puis, il y a eu, au niveau du suivi, à peine une dizaine de personnes qui ont dû être hospitalisées parce qu'ils ont manifesté quelque chose qui nécessitait qu'on les prenne en charge dans un cadre donné. Mais je pense que l'hospitalisation n'a pas duré plus de 3 jours, tout le monde est rentré chez lui. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça se passe assez bien. Ça se passe justement dans les conditions attendues en réalité par rapport à ces manifestations que les gens peuvent avoir après s'être vaccinés. Donc, docteur, plutôt, on a eu, les gens ont eu des effets secondaires mineurs, mais on n'a pas eu peut-être ces cas de thrombose que l'on a évoqué au tout début, surtout avec le vaccin AstraZeneca. On n'a pas eu de cas au Togo. Oui, je savais que vous alliez prononcer le mot parce que c'est ce qui a fait créer la panique, en tout cas au sein de la population. Non, ces cas de thromboembolie dont on a parlé, qui ont été constatés dans d'autres populations ailleurs, jusqu'à présent, je rassure, au Togo, on n'en a pas vu. Maintenant, il faut en dire un mot aussi. C'est vrai que ça fait peur quand on dit, voilà, après vaccination, les gens ont développé ce type de pathologies qui peuvent... Et même certains sont décédés. Et qui peuvent être graves, qui peuvent entraîner la mort. Mais il faut toujours savoir apprécier ce type d'information. C'est-à-dire que le vaccin, comme je l'ai dit, c'est à grande échelle, mais aussi... Quand on injecte toutes ces personnes-là, après, qu'est-ce qu'on évalue? J'ai dit tout à l'heure que ces effets-là, on va les répertorier tous. Mais aussi, on va aller voir historiquement, faire une rétrospective pour voir, habituellement, même quand ces personnes n'ont pas reçu de vaccin, ou bien quand ce type de population, ce même groupe de population n'a pas reçu de vaccin, combien de fois on voit apparaître ce type de pathologie. Et on se rend compte que, d'ailleurs, c'est plus fréquent en temps normal que sur la période de vaccination. Et c'est là où ça amène, en tout cas, ceux qui évaluent ce type de produit, ceux qui analysent constamment ces effets-là, de dire que, certes, il y a des choses qui sont observées, mais on ne peut pas les lier tout de suite au vaccin. Et je dirais, pour ajouter que, vous voyez, nous tous, on a des médicaments que nous prenons. Et chacun a son médicament, il le prend depuis des années. On a l'impression qu'il ne se passe rien. En réalité, imaginez que le médicament que vous prenez, que 50 millions de personnes doivent le prendre en un mois. Vous verrez qu'on va trouver tellement d'effets secondaires que vous allez fuir votre médicament. Alors qu'en réalité, les avantages que ce médicament vous procure sont largement au-delà du risque que vous prenez. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Quand même vous allez à l'hôpital et qu'on dit qu'on va vous opérer, des fois les gens, j'ai suivi un chirurgien qui disait que ces patients lui demandent, mais docteur, est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais m'en sortir? Mais la réponse que le médecin donne,
les chances que vous avez de vous en sortir sont largement supérieures au risque que vous prenez si je ne vous opère pas. Il faudrait que les gens comprennent l'approche médicale. Oui. Et tout ce qui se fait pour qu'on valide finalement un médicament, qu'il soit utilisé à grande échelle, c'est quand même beaucoup de responsabilités qui sont engagées à tous les niveaux. Les laboratoires ne sont pas seuls à découvrir un médicament et à dire qu'il marche, qu'il présente toutes les conditions de sécurité pour la population et que les gens l'acceptent. Voilà. Non, il y a des organes de régulation totalement indépendants et qui ont des responsabilités énormes au niveau des pays, qui vont évaluer ensuite le travail qui a été fait par le labo. Et après, cette autorité réglementaire, dont les pays comme les nôtres peuvent s'inspirer des résultats d'évaluation, hein, l'organe américain, la Food and Drug Administration, l'organe européen, l'Agence européenne du médicament. Mais c'est tous ces rapports-là que même les experts de l'Organisation mondiale de la santé aussi vont utiliser pour finalement dire que ce vaccin-là peut être homologué et acheté en grande quantité vers nos pays. Et à travers le système COVAX que nous, on a utilisé, c'est un système qui justement s'assure de toutes ces garanties-là à tous les niveaux avant de valider ce vaccin-là. Donc voilà. Donc autant de mesures prises justement pour permettre à ce que les populations n'aient pas de crainte justement à aller se faire vacciner. Et docteur, oui, monsieur le maire. Moi, j'ai eu aussi ce plaisir d'aller sur Internet et de voir dans le passé la réaction de la population par rapport à d'autres vaccins. Mais ça a été toujours comme ça. Hein. Il y a toujours des résistances et les gens ont commencé par les autorités avec sensibilisation. Donc moi, j'ai trouvé ça, c'est ça. Oui. Donc ce n'est pas extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. Docteur Agboubli, est-ce qu'il arrive également que vous recevez des patients à qui vous rappelez justement le fait de se vacciner ou à qui vous demandez est-ce que vous vous êtes fait vacciner et puis vous rencontrez des réticents quand même? Réticence particulièrement, j'en ai pas eu. Et mon quotidien, chaque fois que j'arrive à l'hôpital, je passe à l'unité de vaccination où j'aide même les équipes à enregistrer les sujets venus se faire vacciner, à partager des informations avec eux parce qu'il faut communiquer en amont. Lorsque le message n'est pas bien passé, c'est en ce moment que vous avez des réactions psychologiques exagérées en post-vaccination. Donc, ce travail, nous le faisons avec plaisir au quotidien. Réticence, nous n'en avons pas. Et le rôle de communication, il y a des gens qui viennent se faire vacciner, que nous prenons en photo. J'ai fait vacciner ma grand-mère pendant que mes oncles ne s'étaient pas encore fait vacciner. Ils craignaient. Mais la vieille, depuis une semaine, s'est fait vacciner. Rien du tout comme souci. Donc, on ne doit pas avoir peur d'aller se faire vacciner. Il y a eu suffisamment de rigueur dans l'approche de gestion de la vaccination, dans tout ce qu'il y a comme procédure avant l'introduction de ces vaccins au pays, dans le choix même des cibles. Le gouvernement peut-il s'amuser à importer des vaccins qui vont poser problème et son choix va porter d'emblée sur le personnel soignant pendant qu'on a besoin du personnel pour soigner. Donc je crois qu'on doit pouvoir être rassuré. Nous avons à gagner beaucoup plus en allant nous faire vacciner par les vaccins actuellement disponibles. D'accord. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous faire encore le point justement sur la lutte contre la maladie, la pandémie qui sévit dans notre pays, dans le reste du monde depuis plus d'1 an déjà. Alors avant de vous laisser repartir, nous allons vous donner la parole justement pour peut-être un dernier message, un dernier appel à lancer à l'endroit des populations. Docteur Agboubli, nous allons commencer avec vous, si vous avez un mot à l'endroit des populations aujourd'hui. Merci Anita. Je voudrais remercier le peuple togolais déjà pour ce qui est en train d'être fait et apprécier à sa juste valeur la maturité du citoyen togolais. On n'est pas trop compliqué, on se comprend facilement. Pour nous dire que les mesures barrières édictées, nous avons le devoir de continuer par les observer, ce n'est qu'à ce prix
qu'on va pouvoir se protéger, protéger les autres. La campagne de vaccination qui est actuellement en cours pour les sujets éligibles, je voulais parler des plus de 50 ans, qu'ils se fassent enregistrer et se faire vacciner. Très bientôt, on va commencer avec les moins de 50 ans également et la stratégie est en train d'être élaborée pour varier les cibles. Le troisième point important, c'est un message à l'endroit de ceux-là qui s'amusent à diffuser les fausses informations. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un s'enferme tout seul et puis il élabore quelque chose de bien structuré dans le sens négatif. Fort heureusement que le gouvernement a pris les dispositions dans ce sens également et je les appelle à être beaucoup plus responsables. Ça n'arrange absolument personne. Non seulement ils s'exposent également leur entourage par ce comportement incivique. Merci. Merci beaucoup, docteur Agboubli, médecin commandant IAO, Appelé Agboubli, qui est médecin légiste, médecin du travail et directeur général du CHU Campus. Monsieur le maire, votre mot de fin. Merci. Moi, je voudrais lancer l'appel à toute cette population paisible des 117 communes du Togo de saisir cette opportunité que le gouvernement nous donne à sortir massivement pour aller se faire vacciner. C'est une chance qu'on nous donne, donc on doit profiter au maximum. Et vu l'augmentation du taux de contamination, on ne sait pas demain ce que ça va devenir. Donc si on a cette opportunité, il faut le saisir. Et aussi, ceux qui ont déjà fait la vaccination, de prendre sur eux, de sensibiliser leurs proches. Merci. Merci beaucoup, M. Kwame Gblepo Gomado, qui est le maire donc, de la commune Golfe 1. Docteur Peto. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que on fait face réellement à une flambée importante aujourd'hui qui peut faire peur. Il faudrait, que les Togolais ne cèdent pas à la panique, parce que cette panique peut entraîner des comportements qui ne sont pas ce qu'il faut avoir. Et il faut rester toujours dans la même logique de gestion de cette crise qui a été bien définie. Il s'agit de pouvoir se faire tester rapidement, de se faire isoler, de se faire prendre en charge dans les conditions qu'il faut. Ensuite, la vaccination est lancée et il n'y a pas de quoi en avoir peur. C'est la stratégie que le monde, en tout cas, qui donne de l'espoir au monde aujourd'hui de sortir de cette crise-là. Le Togo ne doit pas être en marge. Le gouvernement a pris des mesures pour que nous ayons les vaccins. Allons-y nous vacciner. Donnons les chances au pays de pouvoir continuer à recevoir de nouvelles doses. Et enfin, que quand on se vaccine, pour le moment, ce n'est pas parce que la vaccination a commencé qu'on doit renoncer aux mesures barrières. Et il faut garder le principe de respect de ces mesures barrières, porter correctement son cache-nez. Et enfin, à mes confrères, peut-être dire que nous restions toujours professionnels à nos comptoirs parce que par ces temps-ci, on a beaucoup de sollicitations qui ne sont pas très, très cohérentes. Et il faudrait que nous restions dans notre rôle, en tout cas d'orientation des patients pour leur meilleure santé. Merci. Merci beaucoup, Dr Koundé Innocent Peto, qui est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez donc compris, la vaccination est de mise, elle est importante. Vaccination, oui, mais également respect des mesures barrières pour justement arriver à renverser la tendance, cette tendance donc des taux de contamination élevés à la Covid-19 que nous observons depuis plusieurs semaines déjà. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour le même thème au cœur de la nation. Bonsoir.